Comme vous voyez, nous sommes en duplex de Citéfab. Samuel. Bonjour, Sidonie. Salut. Coucou. Donc, pour vous annoncer qu'on est donc partenaire, Citéfab est partenaire avec la French PropTech et que nous réalisons aujourd'hui notre premier Café Tech en direct de Citéfab dans l'atelier du jardin, tous les deux. Et nous avons des invités aujourd'hui. Et donc, on va dissocier un peu les caméras et présenter un peu tout le monde. Nous recevons donc Lono. Alors, Jérôme Barthez, bonjour. Tu es notre première invitée du Café Tech chez Citéfab. Et du coup, on va en venir à toi, mais je vais présenter un peu tous les invités qu'on a quand même aujourd'hui. Samuel, j'aimerais quand même que tu te présentes, puisque on a un partenariat. Et l'idée, c'est quand même que tu sois notre ambassadeur French PropTech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc Samuel, moi je m'occupe du digital et du recrutement chez WeLoge, l'immobilier tout compris, qui est un réseau de mandataires en immobilier. Et je suis aussi ambassadeur de la French PropTech, car je crois beaucoup en vertu de l'association et à la capacité de la PACA, donc French PropTech PACA, donc c'est au sud de la France, sud-est de la France. Je crois beaucoup en la capacité de la French PropTech d'attirer des startups ici, comme nous le voyons. Donc c'est notre premier événement et je suis très heureux et ça fait longtemps que je me bats pour qu'on fasse quelque chose ensemble. On a été un peu freiné par l'actualité. Et nous y voilà. Voilà donc un premier rendez-vous Café Tech. Ce sera un format d'à peu près 1 heure qu'on fera régulièrement. Aujourd'hui, quelques-uns des pionniers de notre réseau sont venus nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Pierrick? Oui, Pierrick, je développe, je gère une start-up dans l'immobilier qui développe un logiciel de prospection pour les professionnels de l'immobilier. Qui s'appelle Le Prospecteur. Yes. Bienvenue au Prospecteur. Donc, Nadir, c'est une personnalité de chez Citéfab. C'est notre maquettiste. Bonjour Nadir. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Citéfab, du coup? J'essaie de gérer l'atelier maquette, donc en tant qu'architecte maquettiste. Et en même temps aussi l'atelier enfant qui se déroule le mercredi après-midi. Ouais. Dans l'objectif, c'est aussi de sensibiliser et éventuellement donner des vocations en rapport avec l'architecture ou tout ce qui est autour. Ouais, merci beaucoup Nadir et bienvenue aussi. Emmanuel Pavie, qui est membre du club Citéfab, qui nous suit depuis nos débuts et qui nous accompagne. Est-ce que tu peux te présenter, Emmanuel? Alors moi, pour je ceux suis qui ne te encore connaissent issu pas. de la vieille industrie, puisque moi, je suis promoteur immobilier, mais très intéressé par justement toute cette transition. Et puis je suis là uniquement pour piquer les idées, quoi. C'est ça, tu Classique. as tout compris. C'est le lieu. C'est le principe. Merci Emmanuel. Alors, notre dernier invité, attends, le pauvre il est zoomé par, tu vois, c'est un peu un direct live, une première. Je te laisse te présenter. Je suis Kerouz Taoufik de Desktop BTP et je représente une entreprise dans laquelle nous vendons du carrelage de manière raisonnée et rentable. Voilà. Ok, bah du coup on en saura un peu plus prochainement, mais aujourd'hui un zoom sur Jérôme Barthez qui est le cofondateur de la société Lono, et donc à toi l'honneur, on te laisse discuter et nous montrer aussi quelques supports. Présente-toi et on est à l'écoute et on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour le premier Café Tech. Parfait, Jérôme Barthez, cofondateur de la société Lono. Du coup, Lono, depuis 2016, on s'est spécialisé dans le logement et le bâtiment connecté, l'accompagnement des professionnels de l'immobilier, le promoteur, bailleur, hôtelier, résidence-service, dans la digitalisation des logements et avec un focus sur la durabilité des systèmes et sur l'usage pour le particulier ou pour le gestionnaire de bâtiments. Alors écoute, je te propose de faire ta présentation. Et bien sûr, en direct, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bien sûr, cette vidéo sera retranscrite en direct sur les réseaux WeLoge, French PropTech et Citéfab. Jérôme, on t'écoute. Parfait. Bonjour à tous, on est un petit comité, donc ça pourra aussi permettre que ce soit peut-être interactif et donner votre avis, vos retours. Je suis preneur puisque cette thématique de la transition numérique environnementale des bâtiments est pleinement d'actualité. On est aussi dans une évolution post-Covid où on va aussi adapter des fonctionnalités pour répondre à cette thématique et aux enjeux environnementaux et sociétaux qui se dégagent de ça. Donc chez Lono, ce que je disais, on s'est spécialisé dans le numérique dans le bâtiment et on a mis au cœur de nos réflexions l'usager, vraiment partir de l'usage
utilisateur final pour pouvoir remonter finalement technologique, pour pouvoir traduire ça de manière technologique. Donc juste pour vous donner un petit peu des informations sur l'ONO et la crédibilité finalement de la structure, on est aujourd'hui à un peu plus de 13 000 logements connectés, 300 résidences. On accompagne un tiers de la production de logements collectifs neufs en France. Et on a donc ce taux de satisfaction de 4,6 sur 5 d'utilisateurs final. Donc quand on va accompagner un promoteur immobilier, historiquement par exemple on accompagne ICAD, Crédit Agricole Immobilier, autant des promoteurs nationaux, régionaux que locaux, et on a une soixantaine de clients partenaires. L'objectif c'est toujours de chercher à industrialiser finalement le connecté dans le bâtiment, pour pas faire du cas par cas, mais pour vraiment l'inscrire dans une stratégie durable. Donc par exemple chez ICAD, on a créé 4 gammes. Aujourd'hui, ICAD fait du logement connecté ou connectable sur toute sa production. On va avoir 3 thématiques chez l'ONO. On va avoir l'ONO Conception, donc ça là c'est vraiment l'accompagnement à la conception de la stratégie ou au déploiement de solutions connectées. On va avoir l'ONO Expérience qui est là plutôt sur la partie gestion, donc on va intervenir avec le bailleur, les résidences-services, le build to rent, l'hôtellerie, mais aussi le particulier, donc trouver l'usage après livraison du bâtiment ou après rénovation. Et l'ONO Internet, puisque du coup aujourd'hui pour nous la connexion Internet devient un fluide à part entière. Alors pour la petite histoire, on a une génération aujourd'hui qui arrive qui préfère finalement avoir une connexion Internet à la livraison plutôt que du chauffage. On en arrive à ce niveau d'exigence et des déménagements qui se passent sur des bâtiments aujourd'hui qui auraient un retard d'activation de fibre. Au-delà de 2 à 3 mois, on a des locataires maintenant qui quittent les logements pour pouvoir aller s'installer ailleurs. Donc du coup, l'importance finalement d'avoir une structure numérique au sein du bâtiment et que le bâtiment soit autosuffisant sur sa connexion Internet. Comme finalement on a dans un petit hôtel, on va pouvoir avoir une connexion Internet des parties communes pour exploiter des fonctionnalités connectées, puis des fonctionnalités dans les parties privatives sur laquelle on est obligé de s'appuyer sur une connexion Internet. Donc on a des tendances aujourd'hui, en tout cas nationales, qui poussent à l'accélération de cette numérisation des bâtiments. On va avoir la charte bâtiment connecté, solidaire et humain qui est poussée par le gouvernement. Alors toujours les mêmes objectifs, c'est-à-dire que le numérique doit s'appuyer sur un besoin direct de l'utilisateur, et on va donc du coup avoir des attentes bien spécifiques au niveau du confort, de la sécurité, de l'amélioration de la fluidité du lien social, de la gestion des économies d'énergie, plus de services, parce qu'en fait le connecté est un vecteur de service. Je prends un exemple, on a un détecteur de fumée connecté. Le détecteur de fumée classique ne va pas vous alerter si vous n'êtes pas chez vous. Le détecteur connecté va alerter vous, le cercle de confiance, mais aussi va pouvoir activer du service. Si demain vous êtes à l'étranger, votre logement détecte une anomalie, qu'on puisse faire intervenir un service d'intervention, faire une relevée de doute, et donc du coup c'est le service qui va être lié à l'usage du connecté. On va avoir donc du coup plus spécifiquement là même dans la promotion immobilière ou d'autres secteurs qui vont être du coup impactés directement par la RE 2020, donc cette notion de confort d'été où on va aller chercher de l'économie jusqu'à 30-40% d'économie entre la gestion intelligente du système de chauffage et des volets roulants, parce que du coup aujourd'hui un volet roulant non connecté ou non intelligent ne va pas pouvoir se gérer de manière optimisée par rapport à la météo, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à l'orientation, par rapport aux allées et venues de ses occupants. On va pouvoir configurer avec beaucoup de précision sur vous en allez chez vous, finalement on est en plein été, il fait une chaleur très forte de 14h à 18h, on va privilégier de fermer les volets roulants, sachant potentiellement qu'il y a des plantes dans le logement, on va pouvoir ouvrir une certaine période aussi, et on va pouvoir donc préserver la fraîcheur du logement, et en hiver à l'inverse on va pouvoir aussi privilégier la chaleur naturelle en fonction de l'ensoleillement, etc. Ouais, dissocier les choses. Voilà. Donc c'est les prémices finalement de l'intelligence artificielle dans le logement. J'y reviendrai parce qu'on va faire un parallèle avec l'automobile qui a 3-4 ans d'avance sur l'immobilier, et je vous montrerai en gros les tendances grâce aussi à ce secteur. Le maintien à domicile, bon bah aujourd'hui on arrive en plein dedans, vous avez tous entendu parler je pense des problématiques des EHPAD, des résidences seniors, et sur le manque finalement de suivi ou de transparence qu'il pouvait y avoir dans ces établissements-là. Le connecté finalement va être le gage de confiance qui va pouvoir faire remonter des alertes ou faciliter aussi le dialogue avec les personnes qui sont potentiellement isolées, qui n'ont plus de lien avec leur famille ou autre.
Et donc un logement bien équipé n'aura pas besoin de recevoir du matériel complémentaire, mais on aura juste à activer le service. Donc un primo-accédant qui rentre dans un logement, revend ou change d'appartement, une personne âgée qui arrive derrière, il y a le service qui va avec le logement. Parce que je parlais un petit peu de la crise sanitaire tout à l'heure, donc les notions qui ont été décuplées, la notion de télétravail, la notion de téléconsultation, puisque des personnes qui étaient déjà isolées se sont retrouvées encore plus isolées. Et je vous montrerai ce qu'on appelle les écrans connectés, les smart displays, qui viennent en fait faire le lien avec l'écosystème, on va dire, d'aidants ou d'accompagnants au quotidien, et qui va pouvoir s'appuyer sur la technologie pour faire une continuité du service humain. L'Internet social et l'Internet as a service, donc ça c'était vraiment la structure numérique du bâtiment que je vous présenterai également. Que le service à la demande vienne jusqu'à la porte du logement. Et tout ça c'est cadré par des référentiels aujourd'hui, hein, le NF Habitat HQE bâtiment connecté ou le R2S résidentiel, qui viennent garantir une interopérabilité, une durabilité des systèmes. Donc là on va faire un focus essentiellement sur le résidentiel. Je passerai rapidement un petit peu sur l'hôtellerie et sur les résidences services, puisqu'on va avoir de plus en plus d'habitats qui vont être dédiés à du passager, on va dire, hein, que ce soit du co-living, que ce soit de la résidence service, etc. Et c'est des logements qui vont être livrés avec du service compris à l'intérieur. Un petit plan de présentation, donc on va s'attarder un petit peu sur le marché, quel est l'état des lieux et quelles vont être les futures évolutions. Pourquoi, comment proposer en fait des logements connectés et après derrière déployer une infrastructure numérique à l'échelle de la résidence. On parle par exemple des bornes de recharge électrique aujourd'hui, c'est un coût, il y a une transition qui est en train d'être faite, donc c'est un gros investissement par exemple pour un promoteur, mais en anticipation que d'ici 8 à 10 ans, quasiment la majorité des personnes seront équipées. Donc c'est aujourd'hui qu'on est dans cette transition-là et comment le numérique peut accompagner à la meilleure gestion des bornes. Donc au point de vue du marché, donc juste pour refaire un état d'avant crise Covid, on était donc en 2019 à peu près à 120 000 logements collectifs neufs produits dans l'année. Et pour le ratio, donc on avait à peu près 15 000 logements connectés. Donc on est un petit peu plus que 10% de taux de logements connectés en France, alors qu'aujourd'hui on parle quasiment de 90% des véhicules qui sont finalement connectés, limite en conduction autonome déjà dans certaines zones des États-Unis. Et en fait, on va amorcer cette transition du logement passif au logement actif, notamment avec cette notion d'intelligence artificielle. À partir de quand vous considérez que le logement est connecté? Alors, à partir de quand quand Quels il sont a les critères du logement connecté? Alors, on va justement rentrer dedans. C'est au niveau du critère de connectivité, on va prendre l'exemple. Là, je vous fais le parallèle avec l'automobile. Dans l'automobile, on a un écran de centralisation. Un exemple, vous pouvez prendre la Tesla par exemple, qui n'est pas forcément une entrée de gamme, mais tous les autres véhicules vont être équipés d'un écran. Cet écran doit permettre en fait d'accéder à toutes les informations, température du moteur, pression des pneus, prochaine révision, tout ce que vous pouvez imaginer qui a un sens, qui peut être analysé pour avoir un meilleur contrôle, une meilleure efficacité et apporter un service bien précis. Dans le logement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc en fait, on a cette notion ici, vous voyez, donc les véhicules automobiles aujourd'hui, les fonctionnalités Apple CarPlay ou Android Auto sont les best-sellers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez le choix entre un véhicule qui va vous proposer un écran TomTom ou un écran avec la possibilité d'avoir le relais de votre smartphone directement. Ça devient en fait un élément de déterminant de choix d'un véhicule. Et dans le logement, c'est pareil, c'est ce qui s'est produit depuis 2016, on en a vu passer des technologies. Donc du coup, que ce soit des protocoles propriétaires, parce que les marques voulaient finalement gagner un combat sur ce marché-là, donc on peut prendre les exemples de Sanofi avec IO Control, RTS, Deltador avec X3D, KNX sur des solutions filaires, voilà. Donc c'est des protocoles aujourd'hui qui explosent parce que du coup on arrive à ce marché de standardisation du logement. Et donc du coup, pour répondre à la question précise de à partir de quand on va considérer qu'un logement est connecté, déjà s'il a une fonctionnalité connectée, c'est-à-dire le cœur de réseau, et après derrière on peut rajouter tout ce qu'on veut. Une fois que le système, le cœur de réseau est interopérable et évolutif, on part d'un logement connecté connectable, et après c'est le particulier qui va décider lui de faire évoluer son système en fonction de ce qu'il aura besoin au fur et à mesure.
le cœur du réseau quand elle est connectée à Internet, c'est ça? Alors, il y a la connectivité Internet. Alors, on va même revenir à l'essence du terme domotique. La domotique, finalement, c'est l'automatisation des fonctionnalités du logement, sans cette notion de contrôle à distance ou d'intelligence artificielle. Quand on passe à un logement connecté, c'est là où la connectivité Internet est indispensable, puisqu'on va avoir déjà un contrôle à distance. Donc là, d'ici, je vais avoir toutes les remontées de mon logement. S'il se passe quoi que ce soit chez moi, je suis au courant en direct. Si je veux agir sur mon logement, baisser la consigne de chauffage, activer l'alarme, éteindre une lumière, éteindre une prise, je peux le faire à distance. Donc c'est la notion de connectivité vient avec cette notion d'Internet. Et après, on a ce qu'on appelle la box, qui va être finalement le cerveau du logement. De plus en plus, ces systèmes-là fonctionnent en local, parce qu'il y a eu toutes ces problématiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il n'y a pas longtemps, il y a un système qui s'appelle SmartHub qui vient de déposer le bilan, qui était une start-up dans le connecté. Malheureusement, quand les systèmes sont 100% cloud ou fonctionnent avec des abonnements, le jour où vous arrêtez le système, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc ça, on ne peut pas se permettre ça dans un logement. Il faut les mêmes niveaux de garantie sur un logement, on va dire classique, que sur un logement connecté. Donc quand nous, on va préconiser par exemple du matériel, on va s'appuyer sur les solutions de chez Legrand, chez Schneider, que ce soit les systèmes avec Netatmo ou Wiser Home Touch, qui permettent finalement d'avoir une bascule entre le local et le cloud. Hop là, du coup, quand on parlait de box, donc de plus en plus la box va vise à être transparente, c'est-à-dire ne pas représenter un carré branché sur une prise ou être dans le tableau électrique, puisque c'est ce qui se passait, hein, les cœurs de réseau dans les logements, c'était un petit peu ça. Je pense que vous avez tous entendu parler des enceintes connectées, et pour vous montrer à quel point c'est un enjeu stratégique des géants du digital, hein, Google, Apple, Amazon, Lenovo et tous ceux qui se sont mis un petit peu sur ce secteur, c'est pas forcément la voix où vous écoutez qui était la partie on va dire la plus intéressante pour eux. Les phases d'écoute étaient pour améliorer les systèmes de reconnaissance vocale pour pouvoir fonctionner en local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 10 ans d'ancienneté sur l'analyse vocale et ils sont capables de mettre l'intelligence vocale directement dans un produit sans qu'il ait à communiquer avec l'extérieur pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, ce qui va se passer, pourquoi la voix était si importante? Parce que c'est la dernière barrière à l'accès de la technologie pour une personne lambda, c'est-à-dire un senior aujourd'hui qui est en résidence service, qui veut programmer son thermostat. Les thermostats ont été de plus en plus complexes et de plus en plus fonctionnels dans leurs usages. Mais tout le monde ne pouvait pas se les approprier. Donc aujourd'hui, la voix, c'est très simple. Je rentre chez moi, baisse le chauffage dans le salon, programme à ce qui remonte dans 2 heures. Je vais pouvoir communiquer de manière fluide dans mon logement pour pouvoir lui passer des ordres. Et en fait, ce qui s'est passé avec ces assistants vocaux-là, c'est que l'utilisateur, il lui manquait une chose, c'est le retour visuel. Donc aujourd'hui, pourquoi le format finalement d'écran revient et va s'imposer dans les logements, c'est qu'ils ont couplé l'assistant vocal avec un écran embarqué. Donc en fait, sur un socle, vous avez l'écran, l'assistant vocal embarqué, une enceinte connectée à l'intérieur. Vous le branchez sur secteur ou vous le fixez au mur, et du coup, vous rentrez dans un tableau de bord. Depuis le temps qu'on en parle dans les films de science-fiction où le miroir est capable de reconnaître potentiellement les maladies sur la peau, de pouvoir analyser votre sommeil, etc. On rentre finalement dans cette ère-là grâce à ces écrans connectés qui vont permettre à la fois un contrôle, un accès au service, et je vais vous montrer un petit peu après au cas par cas, parce que c'est vrai que là la grande image, ça peut potentiellement faire peur à certaines personnes, être logique pour d'autres, mais en fait vous allez voir que quand on va parler d'usage, il y a forcément un usage qui va correspondre à votre besoin. Une question juste par rapport à l'autonomie et justement des appartements. Donc, il y a un cerveau, j'ai bien compris, il y a un cerveau qui appartient à l'immeuble et ensuite et chaque appartement est autonome. Oui, c'est ça. En fait, le cerveau a un problème, donc c'est tous les appartements qui ont pas. En fait, pour vous parler, tout à l'heure on parlait donc de box, elle disparaît au profil, c'est-à-dire qu'elle s'intègre maintenant dans ces écrans-là. Les dernières, on va dire Echo Show 8 de chez Amazon possèdent en fait un hub, on appelle ça Zigbee, avec un protocole de communication à l'intérieur, qui fait en fait la synchronisation de tous les éléments du logement. Donc en fait, si demain il y a, on va dire une panne de Wi-Fi par exemple, c'est seulement le contrôle à distance qui va disparaître. Tout fonctionne en local dans le logement, les températures, le système de sécurité, les serrures connectées, on pourra y avoir accès sans avoir une connexion Internet. Par contre, c'est le contrôle à distance qui va disparaître. Là, je suis ici,
ma connexion internet est coupée chez moi, j'ai plus la remontée d'informations sur mon smartphone, mais tout fonctionne physiquement dans le logement. Et à l'échelle de la résidence, en fait, c'est le même fonctionnement, sauf qu'il va y avoir un système de backup. Donc, comme on a des batteries pour une coupure d'électricité, par exemple, on va avoir des systèmes de backup 5G, 4G pour de la connexion Internet. Pour vous montrer l'importance finalement que vont prendre ces écrans-là, on ne réalise pas encore, mais 50% des foyers américains ou anglais sont équipés d'au moins 3 à 4 écrans. En gros, l'intérêt aussi, c'est, je prends l'exemple d'un promoteur qui va financer finalement une platine de rue avec un visiophone dans le logement. Il va avoir un thermostat, il va avoir un autre écran derrière. En fait, on va se retrouver avec plusieurs écrans et finalement, ces écrans-là vont centraliser toutes les fonctionnalités du logement. On part sur des modèles à 100 € par exemple, qui vont faire de la visiophonie, de l'analyse sécurité, détection de bruit suspect, analyse qualité d'air, pouvoir faire de la téléconsultation, de la visiophonie. Ils vont remplacer finalement le téléphone fixe parce que on a tous perdu finalement l'usage du téléphone fixe, on se retrouve toujours à se trimballer avec ça. Mais moi aujourd'hui quand je rentre chez moi, j'ai pas envie d'avoir ça sur moi tout le temps, d'allumer ma lumière avec ça, il y a plus d'intérêt. Donc il va y avoir toujours les points physiques dans le logement, mais ces points physiques vont remonter sur cet écran-là, à la voix, au tactile, pouvoir changer l'intensité de la lumière, pouvoir finalement appeler ses grands-parents en visioconférence à la voix, tout ce qui finalement va simplifier l'usage de l'utilisateur final. L'objectif, est-ce que ça serait aussi de voir sa consommation d'énergie? Complètement. Le système a même un système de coaching énergétique. C'est-à-dire que on a eu avec la RT 2012 la notion de suivi de consommation, 3% de taux d'utilisation. Personne n'a envie de voir sa consommation s'il n'est pas capable d'agir dessus. Ça génère une frustration monumentale de dire bon, là je consomme mais je peux rien faire parce que du coup j'ai aucune visibilité sur ce que je peux faire. Le connecté finalement va pouvoir prendre des actes de décision avec des paliers décisionnels. C'est-à-dire que mon assistant va capter une surconsommation et potentiellement un dépassement de l'abonnement. Il va pouvoir par palier me conseiller de on va dire couper une prise sur laquelle il y a 3 chargeurs branchés qui servent à rien, baisser la température du chauffage de 2 degrés, couper le four qui était finalement en train de fonctionner avec quelque chose d'autre. Donc voilà, il y a par palier une notion d'accompagnement. Je programme une machine à laver par exemple, mon système détecte que je serai en heure creuse d'ici 3 heures, il va me proposer de la programmer d'ici 3 heures plutôt que de la programmer maintenant. Donc il y a cette notion de suivi, que tout le monde va pouvoir, là si je regarde, je sais quelle prise consomme quoi, quel point lumineux consomme, j'ai toutes les informations là-dessus, par pièce, par point, etc. Mais en plus, j'ai cette notion de conseil. Et on peut même aller jusqu'à la maintenance prédictive, c'est-à-dire que si demain, on voit que le lave-vaisselle surconsomme, c'est peut-être qu'il y a un problème qui risque d'arriver, donc potentiellement de pouvoir analyser d'où vient la problématique. Il y a une petite vidéo d'1 minute pour vous montrer un petit peu comment on va interagir cet écran connecté dans un logement. Alors aujourd'hui, ça c'est un produit de chez Google, mais il y en a une infinité qui arrive sur le marché. Donc il y a plusieurs formats qui peuvent se positionner à plusieurs endroits dans le logement. Juste un exemple, chez moi j'en ai un qui est entre le salon et la cuisine. Il est à tête pivotante, c'est-à-dire que dès qu'on lui parle, il s'oriente. C'est le prémisse finalement du robot domestique qui va petit à petit arriver aussi. Je pense que, je ne sais pas si certains d'entre vous aujourd'hui ont des aspirateurs connectés, mais c'est un carton, ça se vend très bien, même jusqu'aux tondeuses électriques connectées de l'extérieur. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, votre tondeuse est autonome, elle a fait le jardin, votre aspirateur il a aspiré la zone, et du coup on arrive en fait à ce niveau de choix dans le logement. C'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Certaines personnes vont vous dire moi j'adore faire le jardin, j'ai pas envie de ça, et d'autres personnes vont vous dire moi je préfère passer peut-être un petit peu plus de temps avec mes enfants ailleurs et plutôt déléguer cette tâche à un assistant chez moi. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de pouvoir centraliser les fonctionnalités du logement, des petites caméras embarquées, de pouvoir faire le lien. Par exemple, chez mon frère, je lui ai installé la sonnette connectée. Donc ici, si j'ai un livreur qui sonne chez moi, j'ai l'information sur mon téléphone, je peux communiquer avec lui, je peux lui ouvrir la porte, je peux lui demander de déposer les affaires à un certain endroit. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils créent des sas à l'entrée des logements. Donc il y a 1 mètre carré qui est réservé finalement au livreur Amazon, avec un petit frigo, du stockage, et en fait ça fluidifie, une serrure connectée qui fluidifie finalement les livraisons et le passage. Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, on a le contrôle de sa serrure connectée. Alors en France, je parle des serrures connectées
mais en France c'est très touchy encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à faire 100% confiance à une serrure connectée. Pourtant, je prends l'exemple d'une Ferrari. Aujourd'hui, la Ferrari est livrée avec un système d'ouverture à distance. Et c'est pas pour autant qu'il y a plus de vols. C'est de dire qu'aujourd'hui, je vais plus rapidement ouvrir une porte avec un pied de biche que de pirater un système à distance. Après, tout va reposer sur la notion de sécurité du mot de passe Wi-Fi, parce que tout passe par le Wi-Fi. Nous, quand on livre un logement connecté ou une résidence, on va accompagner l'utilisateur pour ne pas mettre 1, 2, 3, 4, sa date de naissance. Donc voilà, et pour dire donc, la notion de serrure connectée, dans d'autres pays, on a fait des vacances au Mexique, et au Mexique, il y a peut-être 40% des serrures qui sont déjà connectées sur des locations Airbnb, sur du maintien à domicile notamment. Quand un kiné ou une infirmière doit remettre un jeu de clés de manière permanente, attendre que la personne, parce que de temps en temps il n'entend pas, rester à la... Enfin, c'est une galère sans nom de pouvoir en fait fluidifier la gestion de l'accès. J'imagine qu'il y a la question de l'accessibilité pour que tout le monde puisse bénéficier pour ceux qui souhaiteraient. Bien sûr. Il y a des aides pour ça parce que j'imagine que c'est un coût. Ouais, complètement. Tout le monde ne peut pas se permettre. Complètement. Ben, ça va par palier en fait. Le nerf de la guerre a été surtout sur les économies d'énergie, donc ça a été les thermostats connectés. Aujourd'hui, vous avez 150 € de remise gouvernementale sur l'aide à la transition sur les thermostats. Vous avez ma prime rénov aussi qui a été mise en place. Donc, en fonction finalement de l'état de votre logement existant, vous allez avoir des aides. Et puis après, l'objectif c'est que sur le neuf, on part directement sur ces systèmes. Alors moi, ça me parle, tes écrans, parce que je viens d'acheter dans le neuf. Et j'ai le Google Nest qui est là, qui me sert qu'à regarder mes photos et écouter la radio pour l'instant. Et puis j'ai plein d'écrans domotiques de tous les côtés dont je ne sais absolument pas me servir. J'ai eu un leaflet par le promoteur à mon arrivée, mais je peux te dire que je n'ai absolument pas regardé encore et que j'ai l'application dans mon téléphone, mais alors pour moi c'est encore du chinois. Okay. Donc ouais, ça me parle en tant qu'utilisateur pour l'instant. Et puis ça nous mettra juste à une des étapes à venir. Future utilisatrice, tout à fait. L'accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme toi, il y a plusieurs personnes dans le cas de on me livre un logement connecté, je ne sais pas forcément ce que c'est, j'ai pas forcément envie de l'initialiser parce que je ne me projette pas.